Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, et en saluant l'ensemble des administrateurs qui sont à vos côtés et vous accompagnent dans cette mission importante. Je vous prie d'excuser l'absence du président Bayrou, que je représente, ainsi que la députée Florène, qui est porte-parole du groupe démocrate. Je vous ai fait tenir un certain nombre de documents sur le travail qui a été réalisé par le mouvement démocrate sur ce sujet de la lutte contre l'abstention électorale à destination de l'ensemble des membres de la mission, parce que si évidemment, comme l'ont très bien dit les deux orateurs précédents, les causes de l'abstention sont multiples, on peut y répondre en dehors de la réflexion politique qu'on doit avoir sur l'action politique, sur ses résultats, et sur la manière de mieux faire vivre notre démocratie en général, on peut aussi y répondre par un certain nombre de propositions qui sont pratiques ou qui sont techniques. Et je me propose de vous rappeler en quelques mots, pour reprendre sur les 20 propositions concrètes qui ont été faites par le mouvement démocrate il y a déjà quelques mois, en reprendre les principales, en tout cas les plus emblématiques, en y ajoutant quelques propositions qui sont celles du groupe parlementaire que j'ai l'honneur de présider. Vous trouverez dans un premier objectif, qui est celui de faciliter l'inscription électorale, des propositions sur l'amélioration des modifications d'inscription, puisque, vous le savez les uns et les autres, il y a entre 9 et 10 millions de Français qui ne sont pas inscrits ou qui sont mal inscrits sur les listes électorales. Et de ce point de vue, l'automatisation en utilisant en respectant le RGPD évidemment, en automatisant les inscriptions sur les listes électorales et en notifiant les modifications d'inscription sur les listes électorales à nos concitoyens, une manière évidemment de mieux gérer l'ensemble de ces listes. De la même façon, la question de l'encadrement dans les collectivités locales, de la régularité du nettoyage, de la modification de ces listes électorales doit être prise en compte. Il est assez évident, et c'est peut-être une disposition qui pourrait être prise à plus court terme pour les prochaines échéances, qu'on pourrait également raccourcir le délai pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale, par exemple en le ramenant à un mois avant la date de l'élection, ce qui ne nuirait pas à la sincérité du scrutin et permettrait probablement à un plus grand volume d'électeurs d'y participer. Il y a des propositions sur la création d'un émargement numérique national, et également, parce que c'est un élément important, comme le disait très bien Stan Guerini, en fait il y a des sujets qu'on évoque le jour du vote, ou les 2 jours qui suivent, et puis ensuite qu'on oublie. Il y a tout un travail de formation, de valorisation des assesseurs des bureaux de vote, et la possibilité de les désigner par exemple par période, plutôt que seulement lors d'un scrutin, ce qui est toujours plus difficile dans la préparation du scrutin par les élus locaux. Deuxième objectif, les outils de modernisation du vote qui sont susceptibles de répondre également aux attentes de nos concitoyens, et en tout cas leur donner la possibilité de plus participer au scrutin. Première proposition, c'est celle d'introduire le vote par correspondance que toutes les grandes démocraties du monde utilisent, sans que ça ne nuise à la sincérité du scrutin, et malheureusement c'est un des objectifs que la majorité à laquelle nous appartenons n'a pas pu atteindre au cours de cette législature. Il est important que nous ne rations pas cette occasion. Je crois qu'il est difficile de modifier les règles de scrutin d'ici les présidentielles et législatives prochaines, mais en revanche, ça doit être le travail de la prochaine législature que d'autoriser cette avancée majeure. De la même façon, le vote par Internet, puisque nous faisons tant et tant de choses dans notre société désormais par Internet, aurait vocation à être au moins expérimenté, puisque là, nous n'avons pas le même recul, évidemment, sur les fraudes éventuelles qui pourraient se dérouler, mais pour autant, c'est absolument incompréhensible, notamment pour les plus jeunes générations, que nous n'ayons pas recours à cette manière d'exprimer son choix. La généralisation pour les communes qui le souhaitent, qui le peuvent, éventuellement avec un accompagnement de l'État pour ce faire, des machines à voter. C'est qu'il y a aujourd'hui des communes qui attendent que le ministère de l'Intérieur émette enfin un avis définitif. Depuis l'expérimentation qui date d'il y a 11 ans, 12 ans désormais, je regarde Isabelle Florène, et il est important qu'on puisse en tirer les conséquences. Il y a là aussi l'usage de ce genre d'outils dans de très nombreuses grandes démocraties du monde, et enfin ouvrir le portage de procuration à nos concitoyens d'un même département plutôt que ce soit d'une même commune ou d'un même bureau de vote. Ça serait aussi de nature à faciliter la vie du citoyen électeur. Troisième objectif, la garantie du pluralisme,
Car si on a envie d'aller voter, c'est parce qu'on va se sentir représenté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et nous avons formulé à maintes reprises, et depuis longtemps, mais nous n'abandonnerons jamais ce combat, qui puisse être introduit un nouveau mode de scrutin plus représentatif, la proportionnelle, alors dans toutes ces variations possibles, le plus juste, le plus équilibré, et celui qui permet aussi de dégager des majorités étant le scrutin proportionnel intégral avec un seuil d'éligibilité à 5%. Il est important que nous puissions ouvrir un autre champ, qui est celui, dans un débat qui pourrait par exemple avoir lieu lors de l'élection présidentielle, sur la question, sans fermer à l'avance ce que pourrait être notre position, la question du vote blanc ou du vote obligatoire. Le vote blanc pouvant par exemple être expérimenté lors de scrutins locaux au cours de la législature qui vient. Dans le même esprit, et vous retrouverez là un des grands engagements qui était ceux du mouvement démocrate, l'instauration d'une banque de la démocratie, tant il est vrai qu'il est difficile pour certains partis politiques ou pour certains candidats d'avoir accès à des moyens bancaires, à des emprunts, leur permettant de défendre leurs idées. Et il n'est pas concevable que ce soit une difficulté financière qui empêche de défendre des convictions. Enfin, il est important de produire une réflexion sur la parité applicable dans les plus petites communes. Et d'ici les prochains scrutins, en 2026, nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de différence faite avec tel ou tel sexe selon qu'on habite dans une commune de moins de 1000 habitants ou dans une commune de plus de 1000 habitants. Quatrième objectif, développer l'esprit citoyen en autorisant la publicité politique dans la presse et les réseaux sociaux à des délais plus proches de la date de l'élection. L'incitation évidemment des émetteurs audiovisuels, et on pense en particulier aux chaînes régionales ou aux radios locales, de participation à la vie publique, à la vie électorale, dans le cadre d'émissions qui leur seraient dédiées, généraliser les conseils municipaux de jeunes ou les simulations de vote dans les établissements scolaires. Et enfin, je vais y revenir dans un instant, utiliser les moyens modernes en créant par exemple une application, une appli électorale que chacun pourrait trouver sur son smartphone pour connaître quelle est sa situation de citoyen, que ce soit la date des élections ou sa bonne ou non inscription sur les listes électorales. Enfin, dernier objectif, assurer la participation des plus fragiles de nos concitoyens avec l'introduction de référentiels de l'accessibilité électorale. Nous avons travaillé depuis la loi de 2005 qu'avait voulu Jacques Chirac sur l'accessibilité de tous nos bâtiments publics, mais en revanche, sur l'organisation des bureaux de vote, sur l'accès aux bureaux de vote, sur une meilleure accessibilité des bulletins, des capacités, des isoloirs, parfois. Il n'existe pas de référentiel qui s'appliquerait en tout point du territoire pour nos concitoyens en situation de handicap. De la même façon, sur l'élaboration des bureaux de vote, nous pourrions rendre obligatoire la photo du candidat ou de la tête de liste ou un code barre matriciel, que ce soit pour nos concitoyens qui ont des difficultés à lire ou qui sont atteints de déficience visuelle. Enfin, il semble absolument indispensable que puissent être mis en place dans les prochains scrutins des services publics de transport pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou tout simplement l'impossibilité à se déplacer vers les bureaux de vote. J'ajoute à ces 20 propositions qui vous ont été remises quelques réflexions supplémentaires sur l'école. J'y suis venu tout à l'heure rapidement avec les conseils municipaux de jeunes ou avec les simulations de vote. Il est important évidemment que l'instruction civique soit beaucoup plus régulière. Nous avons tous des responsabilités publiques, politiques, et nous savons qu'en discutant avec les uns et les autres, nombre de nos concitoyens ne connaissent pas la différence entre un conseil départemental et un conseil régional, ne connaissent pas les règles même d'organisation de la vie publique dans notre pays. Il ne s'agit pas d'en faire une discipline parmi les autres qui est évoquée une fois ou deux dans le premier cycle, une fois ou deux dans le second cycle et ne l'est plus après. Et enfin, essayons d'être modernes. Comment peut-on imaginer de ne pas diffuser aujourd'hui des professions de foi sans utiliser ce que sont les outils
de médiatisation de toute la société. Je fais une parenthèse au passage. Il est temps de se soucier, dès maintenant, nous sommes en octobre, de la façon dont on distribuera les professions de foi au mois de mai et juin prochain. Dis donc, compte tenu des expériences malheureuses récentes, c'est maintenant qu'il va falloir décider, et je le dis pour que ce puisse être retranscrit au compte-rendu de cette séance, que le ministère de l'Intérieur doit décider, soit de mieux choisir ses prestataires délégataires, soit de revenir à la situation ex-ante, mais nous avons des souvenirs extrêmement cuisants de professions de foi qui n'ont pas été distribuées ou de professions de foi qui ont été sous-distribuées avec parfois seulement la moitié des candidats qui étaient représentés dans les enveloppes de professions de foi. Je ferme la parenthèse. Mais nous pouvons utiliser cette diffusion des professions de foi à travers les réseaux sociaux que tout le monde utilise aujourd'hui, à travers des outils modernes, à travers, pour chaque classe d'âge, les médias qui sont utilisés par les dites classes d'âge. Et au fond, je parlais tout à l'heure d'une appli, on aura besoin, je crois que c'est Stanislas Guérini qui le disait également, on aura besoin d'avoir, comme l'a fait le gouvernement, à l'échelon local, d'applications permettant le suivi des politiques publiques, pour connaître les effets des mesures qui sont prises. Parce que la meilleure façon de réinciter à voter, c'est de savoir à quoi ça sert. Et aujourd'hui, malheureusement, dans une société qui est tellement informée, tellement surinformée qu'elle l'est mal, on a énormément de mal à savoir ce qu'une décision prise il y a 6 mois a pu produire dans son quotidien. Nous aurons, de ce point de vue-là, à travailler dans d'autres champs, celui de l'équilibre des pouvoirs, celui de la participation citoyenne, celui de l'élargissement de l'utilisation des référendums, qu'ils soient nationaux ou locaux, ou celui de la simplification du millefeuille territorial, mais il s'agira dans ce cas-là d'autres réflexions, et j'ai voulu me limiter pour le moment à des propositions techniques et pratiques.